On s'est déjà posé la question qui paye vraiment le prix de la pollution? Ou, à l'inverse, qui profite de la super idée d'un voisin? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ça. On va parler des externalités. C'est un mot un peu technique, mais ça désigne juste ces coûts et ces bénéfices cachés de notre économie, ceux qui nous affectent tous, mais qui pourtant n'apparaissaient jamais sur la facture. Allez, on commence avec un cas concret, une question qui a l'air simple comme ça. Imaginez, une usine produit des trucs, elle paie ses employés, ses matériaux, tout ça, mais en même temps, elle pollue la rivière juste à côté. Résultat, les pêcheurs du coin ne peuvent plus bosser, les gens qui habitent là ont des soucis de santé. Alors, la question c'est, qui paie pour ces dégâts? Personne en apparence. Et c'est exactement ça le problème que le concept d'externalité vient éclairer. Ok, alors pour bien saisir ce qui se joue là, il nous faut un concept, un mot-clé. C'est ce qu'on va faire dans cette première partie. On va poser les bases et définir précisément ce que c'est une externalité. Voilà la définition un peu formelle. Une externalité, en gros, c'est quand l'action d'une personne ou d'une entreprise a un impact sur quelqu'un d'autre, mais que cet impact n'est pas du tout géré par le marché. Il n'y a pas de prix pour ça. Le point crucial, il est là, sans compensation par le marché. Ça veut dire qu'il n'y a aucune transaction, aucun chèque, aucune facture pour cet effet secondaire, qu'il soit positif ou négatif. Et en fait, ces effets, ils se présentent sous deux formes. D'abord, on a l'externalité négative. Ça, c'est facile, c'est un coût qu'on impose aux autres. L'exemple parfait, c'est la pollution de notre usine qui affecte la santé des riverains. L'entreprise, elle, ne paie rien pour ça. Et de l'autre côté, on a l'externalité positive. Là, c'est un bénéfice qu'on offre, sans le vouloir forcément. Imaginez quelqu'un dans une équipe qui suit une formation, cette personne devient meilleure, et du coup, toute l'équipe en profite. Mais elle n'est pas payée en plus pour ce bonus qu'elle apporte au groupe. Bon, maintenant qu'on a le concept en tête, voyons un peu comment les économistes essaient de mesurer tout ça. On va faire une distinction super importante, celle entre ce que l'entreprise paye de sa poche et ce que la société dans son ensemble paye réellement. C'est toute l'idée du coût privé face au coût social. On commence par le plus simple, le coût privé. Ça, c'est tout ce que l'entreprise ou une personne paie directement. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. Pour notre usine, eh bien, ce sont les salaires, l'achat des machines, la facture d'électricité, bref, tout ce qui se retrouve dans les livres de compte. Sauf que, on vient de le dire, il y a cet autre coût, le coût externe, le fameux coût de la pollution que les riverains subissent. C'est le coût invisible, celui que le marché fait semblant de ne pas voir. Et donc, logiquement, il faut l'ajouter au premier. Et là, on obtient le coût social. Et ça, c'est le vrai coût total de l'activité pour la société tout entière. C'est l'addition de ce que l'entreprise paie de son côté et de ce que les autres subissent sans jamais être des dommages. Et forcément, cet écart entre ce que ça coûte à l'entreprise et ce que ça coûte à tout le monde, eh bien, ça a des conséquences énormes. Pour une externalité négative, comme la pollution, l'entreprise ne paye pas le vrai prix. Du coup, elle est poussée à produire beaucoup trop. À l'inverse, pour une externalité positive, la personne ne touche pas tous les bénéfices de son action, alors elle est incitée à en faire pas assez. Le truc à retenir, c'est que dans les deux cas, le pilote automatique du marché est complètement faussé. Il nous fait produire trop de mauvaises choses et pas assez de bonnes choses. Ce qui nous amène tout droit à la question suivante, mais pourquoi, au fond, le marché se plante à ce point? Comment ce décalage se crée-t-il concrètement? On va voir ça. Alors, pour piger le truc, il faut se mettre dans la tête d'un économiste juste une seconde. C'est ce qu'on appelle le raisonnement à la marge. L'idée est toute simple en fait. On continue de faire quelque chose tant que le bénéfice de la prochaine unité produite ou de la prochaine bouchée de gâteau est plus grand que ce que ça nous coûte. C'est ce calcul, souvent inconscient, qui pilote la plupart de nos décisions. Ok, revenons à notre usine polluante. Pour le patron, le calcul est vite fait. On produit tant que ça rapporte plus que ça ne coûte. L'usine va donc s'arrêter de produire à un certain niveau, la quantité qui est optimale pour elle, c'est son optimum privé. Mais voilà, si on ajoute à ça le coût de la pollution pour la société, le coût social, on se rend compte que le coût réel est beaucoup plus élevé. L'optimum pour la société, lui, serait de produire moins. On voit bien le problème, les deux calculs ne mènent pas du tout au même résultat. Le résultat, il est donc hyper simple et direct, on a une suractivité. L'entreprise, si on la laisse faire son calcul toute seule, va produire plus que ce qui serait bon pour la collectivité. En clair, le marché génère trop de pollution. Et ce qui est fascinant, c'est que le même raisonnement s'applique à l'envers pour les externalités positives. Prenons un autre exemple classique. Un horticulteur qui travaille à côté d'un apiculteur. L'horticulteur, lui, il plante des fleurs en calculant ce qui est rentable pour son business. Sauf que ces fleurs, c'est un cadeau pour l'apiculteur qui va produire plus de miel grâce à ça. Le bénéfice social total, celui de l'horticulteur plus celui de l'apiculteur, est donc plus grand que le seul bénéfice privé de l'horticulteur. L'optimum social, ce serait qu'il plante plus de fleurs. Et donc le résultat est parfaitement symétrique au cas de la pollution, on a une sous-activité. Le marché, laissé à lui-même, ne produit pas assez de fleurs, tout simplement parce que l'horticulteur n'est pas payé pour le service qu'il rend à son voisin apiculteur. Le diagnostic est donc posé. Quand il y a des externalités, le marché ne fait pas bien son travail. Il n'alloue pas les ressources de la meilleure façon possible. Alors,
Ça nous amène à la question à millions, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut intervenir? C'est le grand débat. Et face à ce problème, on a en gros deux écoles, portées par deux grands économistes. D'un côté, on a Arthur Pigou. Pour lui, la réponse est claire, le marché a un défaut, c'est à l'État de le corriger. Et de l'autre, on a Ronald Coase, qui a une approche bien différente. Lui, il dit « Attendez, pas si vite. Il ne faut pas toujours appeler l'État à la rescousse, parfois les gens peuvent très bien trouver une solution entre eux. » Creusons un peu la solution de Pigou. Pour lui, une externalité, c'est une défaillance du marché. Point. Il faut donc que l'État intervienne. Comment? En utilisant ses outils. Une taxe sur la pollution, par exemple, ou une subvention pour des activités qui créent des bénéfices pour tous, comme la recherche. Le but, c'est ce que les économistes appellent internaliser l'externalité. En clair, ça veut dire faire en sorte que l'entreprise polluante paye pour les dégâts et que son coût privé se rapproche enfin du coût social. Coase, lui, n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Il nous dit « Attention, l'intervention systématique de l'État n'est pas toujours la meilleure solution. » Il pose des conditions. Si les droits de propriété sont clairs, par exemple, si on sait à qui appartient la rivière, et si négocier ne coûte pas trop cher, alors les personnes concernées peuvent régler le problème toutes seules. L'apiculteur pourrait tout à fait payer l'horticulteur pour qu'il plante plus de fleurs. Pour Coase, le marché est capable de s'autocorriger, si on lui en laisse la chance. Et on termine sur cette question qui est vraiment au cœur d'innombrables débats économiques et politiques. Face à ces fameux effets externes, que fait-on? Faut-il corriger le marché avec un État qui intervient, au risque que son intervention soit elle-même imparfaite? Ou au contraire, faut-il lui faire confiance, laisser les gens négocier, au risque que certains problèmes restent sans solution? Il n'y a pas de réponse facile, mais de la taxe carbone aux subventions pour les énergies vertes, chaque grande décision politique est, au fond, une tentative de répondre à cette question. Comprendre les externalités, c'est finalement avoir une clé essentielle pour décrypter le monde qui nous entoure.